Bien, écoutez, merci. Je vous remercie également de m'avoir invité à cette journée, Diana Lemay et Louise Ouvrard. Euh, il m'arrive d'aller à l'INALCO de temps en temps, surtout pour travailler avec mon collègue Mathieu dans le cadre du CNU, parce que c'est un bâtiment très, très agréable. Il est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu s'y retrouver tous et travailler dans, en direct et en présence. Ceci dit, bon, c'est les circonstances qui le veulent, comme vous l'avez rappelé. Je vais partager mon écran avec le diaporama qui correspond à cette conférence, si vous le voulez bien. Alors, j'ai organisé mon propos autour de cette question concernant essentiellement la phrase, mais vous verrez que je ferai un rapprochement avec d'autres unités linguistiques également très souvent en discussion. Donc la phrase débat autour d'une unité linguistique controversée, ce n'est pas la seule unité controversée sur laquelle depuis, on va dire, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, on a des débats, des discussions, des controverses et des modes d'appréhension différents selon les paradigmes de recherche, évidemment, les disciplines convoquées, les écoles de pensée, etc. Mais c'est toujours intéressant de travailler sur ces unités linguistiques parce qu'elles ressurgissent inévitablement sur les programmes d'enseignement, la manière d'enseigner, sur les, euh, les supports d'enseignement aussi, les méthodologies d'apprentissage. Et j'y ferai à plusieurs moments allusion parce que c'est dans l'une de vos thématiques, hein, diversité d'expression et pratique d'enseignement, on verra comment cette unité phrase pose des problèmes intéressants pour les apprentissages grammaticaux, mais pas uniquement. Alors, je ne sais pas si je vais arriver. Alors, la phrase unité problématique et objet de débat, j'avais déjà fait une intervention en 2016 sur cette question dans un colloque qui était uniquement centré sur la phrase à l'université d'Arras. Et je l'ai reprise aujourd'hui en l'actualisant et en ajoutant un certain nombre de points qui me semblent intéressants également à discuter. Et pour le coup, je reprends, j'en ai ajouté une deuxième, mais j'ai repris l'une des assertions de Benveniste. La première en 64, reprise chez Gallimard en 74, évidemment, et qui propose quelque chose qui m'a toujours à la fois intéressé et intrigué dans les travaux de Benveniste, c'est après tout, la phrase après tout, c'est ainsi que nous communiquons par des phrases, même tronquées, embryonnaires, incomplètes, mais toujours par des phrases. Et ça m'a toujours, cette assertion m'a toujours intéressé, non pas que je la conteste, mais parce qu'elle relativise bien un certain nombre de débats souvent tranchés qui écartent l'unité phrase des unités possibles de traitement linguistique, mais aussi d'apprentissage. La deuxième phrase, alors qui est parue là aussi en 74, c'est avec la phrase on quitte le domaine de la langue comme domaine de signes, ça c'est clair, allusion à Saussure, et on entre dans un autre univers, celui de la langue comme instrument de communication dans l'expression et le discours. Et là, on retrouve évidemment l'ensemble du programme de recherche de Benveniste et la manière dont il situe la phrase dans cet ensemble. On peut noter d'ailleurs que dans la deuxième, il utilise la phrase au singulier, alors que dans la précédente, c'est les phrases au pluriel, et j'y reviendrai. Ces deux
ces deux extraits, ces deux citations me semblent assez représentatives de, des débats que l'on peut encore reprendre et explorer sur cette question de l'unité, de cette unité linguistique. Alors, j'ai organisé mon propos autour d'un certain nombre de points de discussion. Il y en a 6, 7, il me semble, 7. Donc, je vais essayer dans les 40 minutes que vous m'avez octroyées d'être assez complet. Et je peux dire aussi que chacun de ces points de discussion pourront être l'objet de discussions entre nous par la suite, bien évidemment. Alors, l'étude de la phrase, des phrases, à chaque fois, je mettrai une parenthèse avec un pluriel, apparaît incontournable en tant qu'unité linguistique, aujourd'hui en tout cas. Elle est comprise comme une entité abstraite, plus ou moins opératoire. Et je pense que ce caractère à la fois abstrait et plus ou moins opératoire est comment dire, complètement lié au traitement d'autres unités linguistiques. La phrase, je le conçois tout à fait, est linguistiquement critiquable, mais pas plus que d'autres unités. J'ai partagé avec Jean-Pierre Jaffré notamment un certain nombre de débats sur l'unité graphémique. Et Shinya Nakatash également, dès son ouvrage de 89, l'unité graphème est une unité qu'elle appelait elle-même à géométrie variable, difficile à saisir en tant qu'unité linguistique stable. Le mot est également une unité linguistique excessivement discutable, voire critiquable. Elle est souvent perçue comme une unité morphosyntaxique, mais toujours en concurrence avec d'autres, que ce soit les morphèmes lexicaux ou les morphèmes grammaticaux. Et l'ouvrage dirigé par Marie-Jo Béglin en 2000 recense bien l'ensemble, pointe bien l'ensemble des problèmes autour du mot, d'ailleurs aussi autour de la phrase. Plusieurs contributeurs à cet ouvrage ont travaillé également sur la phrase, mais l'unité mot est également une unité excessivement difficile, abstraite, opératoire dans certains champs, notamment dans le champ didactique, mais peut-être beaucoup moins au plan linguistique. Et puis, on a d'autres problèmes. Les unités lexicales, par exemple, le mot comme unité lexicale, ce n'est pas du tout évident. Mon collègue Gérard Petit à Nanterre a bien pointé le fait que quand on travaille sur le lexique, que ce soit dans le domaine du vocabulaire, l'acquisition du vocabulaire, par exemple, on devrait plutôt évoquer les unités lexicales que l'unité mot, qui n'est pas à proprement parler une unité lexicale linguistiquement définissable et stabilisée. Et puis, on a évidemment d'autres débats essentiels qui ressurgissent régulièrement dans les programmes d'apprentissage, dans les colloques sur la formation des enseignants, c'est tout ce qui concerne les compléments, et notamment les compléments de verbes. J'envoie un très bel ouvrage coordonné par Céline Vaguet et puis Bélinda Lavieux en 2004 sur la question des compléments des verbes, essentiellement d'ailleurs beaucoup à partir des travaux un très fondateur de Daniel Lehmann. Bon. Et on voit bien que on a très souvent des discussions, des débats, des critiques qui sont à la fois linguistiques et très souvent en rapport avec le traitement didactique de ces unités. Alors, c'est également la phrase une unité linguistiquement théorisable, car bon, elle va au-delà des possibles offerts par la parole, on voit ça sûr évidemment. Les contraintes et les règles sont descriptibles, les contraintes et les règles de formation des phrases sont descriptibles et analysables, certes, mais elles sont essentiellement aussi conceptualisées et modélisées. Alors, je reprends là une citation de Jean Dubois, déjà dans ses premiers travaux en 1970, sur cette appréhension des phrases, où il affirme que la structure profonde de toute phrase, alors
pour resituer, on est quand même en plein développement de la linguistique structurale, distributionnelle, avec déjà des débats importants sur la perspective générative. Et donc, la structure profonde de toute phrase contient nécessairement un constituant de phrase et de noyau, bon, et que tout noyau contient nécessairement un syntagme nominal et un syntagme verbal. Sont des postulats. Alors, postulat, c'est moi qui souligne, hein, ce n'est pas Dubois. Et on voit bien que Dubois n'est pas, comment dire, complètement dans une position strictement empirique ou descriptive des phrases, et il les considère comme des éléments, c'est ce qu'il dit par la suite, ce sont des éléments abstraits, des entités théoriques, et qu'il faudrait les travailler en tant que tels et les présenter en tant que tels. On verra que ce n'est pas toujours le cas, c'est loin d'être le cas. Mais pour Jean Dubois, en tout cas, c'était dès les approches, les premières approches structurales et distributionnelles, comme de cette manière qu'elle était envisagée, et que peut-être on aurait dû continuer à envisager la phrase ou les phrases. Alors, je vous donne là un exemple qui va me servir d'illustration des points de discussion qui vont suivre. J'ai repris, mais je n'ai pas repris totalement l'ensemble du corpus que j'avais utilisé dans un article précédent concernant la manière dont la phrase ou les phrases étaient présentées dans un certain nombre de manuels scolaires du primaire et du secondaire. J'avais fait également un travail analogue sur les ouvrages de grammaire pour la formation des enseignants, et puis, on va dire, les grammaires savantes ou les ouvrages de linguistique savante de référence. Mais là, je ne vous reproduis que une page, hein, extrait d'un manuel qui s'appelle Parcours français CM2 chez Hatier en 2010, et vous avez, concernant l'unité grammaire, la séquence, la phrase, cette première approche avec une définition. Une phrase est une suite ordonnée de mots. Quand on la dit, quand on la lit, on la comprend. C'est assez programmatique. On verra que c'est souvent la première approche. Quand on la dit, elle n'est jamais reprise, pratiquement jamais. Ce n'est pas quand on la dit, c'est quand on la lit qui est fondamentalement la modalité qui permet de définir et de traiter la phrase. La séquence de ce manuel reprend par la suite. Les phrases contiennent souvent un ou plusieurs verbes, ce sont des phrases verbales, mais il y a aussi des phrases sans verbe, ce sont des phrases non verbales. Donc on voit là qu'il y a des nuances concernant les différentes, non pas formes de phrases, mais taille de phrase. On l'avait déjà dans l'extrait que j'ai pris, puis reproduit de Benveniste. Et puis, une phrase écrite commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Et là, directement et définitivement, on va dire, la phrase est comprise comme une unité de l'écrit. Et la plupart des autres manuels que j'ai étudiés, que ce soit pour l'enseignement primaire, le secondaire, mais on pourrait le retrouver aussi dans une moindre mesure hein, pour les ouvrages de formation grammaticale en FLE, en français langue étrangère et seconde, c'est la dimension écrite qui est privilégiée, et évidemment avec les deux signes de ponctuation, la majuscule initiale et le point final. Alors, le plus fréquent est le point, il y a d'autres points, et à ce moment-là, les auteurs de ce manuel inventorient les différents points dont on pense on voit d'ailleurs qu'ils définissent les types de phrases, comme si c'était la ponctuation qui définissait les types de phrases et non pas la prosodie. On est définitivement encore plus dans le domaine de l'écrit et non pas dans le domaine de l'énonciation orale. Pardon, je reviens un peu en arrière. Alors, point d'interrogation, point d'exclamation, point de suspension, 2 points, voilà, bon. On peut s'interroger d'ailleurs sur les 2 points comme étant une marque de délimitation des phrases, et évidemment le point d'exclamation comme étant le point qui définit, ou en tout cas qui permet de
de déceler les phrases exclamatives, de type exclamatif, quand on sait qu'aujourd'hui, l'exclamation n'est pas un type de phrase, quoi. C'est bon, plutôt une forme, une modalité de communication qui est qui permet pas de définir un type de phrase particulier. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, enfin, il y a à la fois beaucoup d'assurance concernant on va dire l'éviction de de la manière de communiquer oralement dans des discours oraux, c'est clair, une centration exclusive sur la forme écrite des phrases et puis on va dire des erreurs ou des approximations, même dans le domaine de la définition écrite de la phrase. Et on peut dire qu'on a énormément d'hésitation, voire de contradictions dans les manuels. Je peux dire aussi qu'on a beaucoup de contradictions dans les programmes, les prescriptions officielles, qui sont assez peu convergentes, si ce n'est dans des approches très, on va dire, très dogmatiques, voilà, de la phrase, mais aussi d'autres unités linguistiques. J'y reviendrai. Alors, voilà, pour reprendre, pour avancer dans la discussion, dans les grammaires scolaires, mais également dans les prescriptions officielles, la phrase, d'ailleurs, elle est souvent présentée au singulier. Ça, c'est clair, la phrase, est implicitement et surtout unité de l'écrit. Sa forme orale n'est guère envisagée. La forme et les modalités orales ne sont guère envisagées, en tout cas présentées. On pourrait dire que la phrase sert de point de départ, ou en tout cas presque de prétexte, à l'étude de ses constituants. Voilà. Il faut pouvoir poser la phrase avec les élèves pour pouvoir travailler ensuite toutes les autres unités. Alors, que ce soit l'étude de ces caractéristiques formelles, il est souvent fait allusion à les phénomènes de prosodie, notamment pour distinguer les interrogatives. Voilà, les interrogatives qui n'ont ni pronom interrogatif, ni inversion verbe-sujet, donc qui ne pourraient être considérés comme interrogatifs que par la prosodie. Donc c'est signalé, mais ce n'est pas traité en tant que tel. Bon. Et c'est surtout, comme on l'a vu, la majuscule et le point qui déterminent, qui définissent, qui délimitent la phrase. Ça permet l'étude de sa complexité dans l'approche on va dire, des différentes tailles de la phrase ou des différents constituants de la phrase. On a très souvent une distinction entre phrase verbale, non verbale, simple, complexe également. On voit que, par exemple, chez Marc Gilmet, la notion de phrase complexe est calculée, enfin présentée par rapport à la phrase et aux sous-phrases. Et que la définition des propositions, par exemple chez Marc Gilmet, est plutôt en termes de sous-phrases qu'en termes de propositions dans des phrases complexes. C'est d'ailleurs aussi une perspective qui est souvent prise chez nos collègues québécois, et c'est intéressant de voir que à la fois comme unité, la phrase, mais comme sous-unité, dans les phrases complexes, la phrase peut être privilégiée comme unité, alors pas comme unité forcément structurelle, mais comme unité de communication. Je n'aurai pas beaucoup le temps de développer ça parce qu'il aurait fallu pratiquement faire une communication, une conférence essentiellement sur cette question, en étude de la complexité et des différentes formes de phrases, mais voilà, je vais plus largement sur d'autres points problématiques. Alors, évidemment, l'étude de ces types et formes, on vient de le voir dans l'extrait de ce manuel, est le problème de l'exclamative et de la combinaison des types et des formes. L'exclamative est-elle absolument un type de phrase? Voilà, si on du point de vue des modalités énonciatives, on ne peut pas la considérer comme un type de phrase en tant que tel. Et c'est d'ailleurs
la perspective linguistique qui est adoptée aujourd'hui, même si là aussi les manuels et en plus encore les prescriptions officielles maintiennent l'exclamative comme un type de phrase en soi. Alors, ça permet, je vous le disais, l'étude de l'approche de la phrase et, on va dire, le fait de poser la phrase comme unité première dans le travail grammatical, le travail dans l'enseignement grammatical, ça permet effectivement l'étude de ses composants. Alors que ce soit les propositions subordonnées dans les phrases complexes, les constituants immédiats, les syntagmes, le rapport entre les unités et les classes grammaticales, avec évidemment toujours cette distinction entre nature et fonction, cursus, qui est toujours rappelé, y compris dans la toute dernière nomenclature grammaticale promulguée cet été, au mois de juillet, là, le 15 juillet, par le ministère de l'Éducation nationale en France. Et puis également de façon relativement hiérarchisée, pour les programmes officiels, donc du primaire et du secondaire. Et l'on voit que la phrase, c'est une unité à la limite dans le domaine de l'enseignement qui est indiscutable, voilà, qui est posée, comme le disait Jean Dubois, de façon arbitraire, comme un postulat, mais alors que postulat le présente, que Dubois le présente comme une unité postulée pour pouvoir en étudier à la fois les formes, les composantes et les fonctions discursives. Dans les programmes, c'est une unité indiscutable parce qu'elle permet le travail, l'étude de toutes les unités qui en découlent. Alors, autre point de discussion, voilà, les phrases, alors là je le mets au pluriel, hein, ne sont guère étudiées en elles-mêmes pour leurs propriétés et fonctions. En fait, on passe souvent très très rapidement sur l'unité phrase parce que l'essentiel va être en deçà de la phrase. Et là, par exemple, les dimensions énonciatives et discursives sont très souvent réduites, voire complètement occultées, alors qu'elles pourraient rendre compte de ce qu'on a appelé avec mon collègue camarade Jean-Louis Schiss, différentes manières de communiquer. Et si on devait travailler à notre sens sur les phrases, ce serait fondamentalement sur les manières d'asserter, d'interroger, de conseiller, etc. Et de voir qu'effectivement, on va dire structurellement, hein, on a des types et des formes de phrases que l'on peut d'ailleurs, dont on peut allonger les formes. Hein. On n'est pas obligé de se cantonner aux formes négatives, aux phrases de type interrogatif, etc. On pourrait avoir une plus grande diversité de formes de communiquer en étudiant justement les différents types et les différentes formes de phrases qui peuvent permettre ces modalités de communication, y compris dans les phrases assertives. Alors, les phrases, elles se comprennent mieux, en fait, et ça, on ne le trouve pas dans les manuels. Tout simplement parce que, comme on considère que la phrase, c'est l'unité fondamentale qui permet de travailler et d'étudier ses constituants, quelle que soit la nature de ses constituants, elle n'est jamais appréhendée en fonction des unités de taille supérieure. Et en fait, pour moi, la phrase, c'est en fait une unité de texte ou de discours. Si on accepte effectivement de les prendre dans des discours oraux, que ce soit des discours narratifs ou expositifs ou argumentatifs, qu'importe. Mais c'est en fait, on devrait plutôt définir la phrase comme une unité du texte, en tout cas dans ses formes écrites, si on se centre sur ses formes écrites. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait partir au moins du texte et considérer les phrases comme des unités du texte. Et ça, c'est pratiquement jamais appréhendé. Il faut voir, bon,
On le retrouve évidemment dans les travaux de Jean-Paul Boncart, hein, dans son ouvrage de 96 sur les, les discours et l'école genevoise de manière générale, mais aussi dans les unités intermédiaires que constitue le paragraphe. Alors le paragraphe, moi, c'est une unité qui m'intéresse beaucoup, parce qu'elle pose énormément de problèmes dans l'acquisition, on le verra un peu par la suite, mais la thèse de Marc Arabi en 94 montre bien d'ailleurs que la phrase est on va dire, une alternative souvent le paragraphe est une alternative à la phrase. Et par exemple, je ne peux que constater dans les travaux de mes étudiants, les mémoires, les écrits académiques, combien le paragraphe est difficilement cerné, difficilement constitué, certains préférant faire un paragraphe par phrase parfois, et d'autres ne faisant que des paragraphes sans distinguer les différentes phrases qui pourraient les constituer. On a aussi alors l'ouvrage très très intéressant, plus récent de Jean-Michel Adam de 2018, et qui d'ailleurs montre bien, c'est dans son titre, que la phrase est à l'interface le paragraphe pardon, est à l'interface entre le texte et la phrase dans les unités d'analyse, de traitement linguistique. Et il y aurait tout un travail complètement impensé encore didactiquement autour du paragraphe. La phrase sera alors comprise, à mon sens, ou devrait être comprise comme un acte d'énonciation. Et là, je renvoie aux travaux très importants de Léo Goffik, déjà en 99 et même avant, et puis dans un ouvrage qui vient de paraître là cette année en 2020, parce qu'elle est à l'interface chez Le Goffik du syntaxique, au sens prédicatif du terme, et de l'énonciatif, comme une unité guère différente de l'énoncé ou de la sentence anglaise. Mais aussi, et là on est dans des débats linguistiques plutôt d'école de pensée, de la clause qui est essentiellement travaillée à l'oral par nos collègues suisses Bernd Deller et Di Roulet, ou en France avec l'école d'Aix de Paul Capot à la suite des travaux de Claire Blanche Benveniste. On voit bien que chez eux, le rejet de la phrase est essentiellement lié au fait qu'elle n'est pas une unité suffisamment pertinente, notamment dans l'analyse des langues orales, en l'occurrence du français oral. Hein, c'est très clair. On a eu un débat très très intéressant avec Paul Capot sur cette question, et en fait, on voit bien que ce sont les modalités d'énonciation qui font que la phrase est acceptée dans le domaine des modalités écrites, comme le rappel, hein, le Goffik ou Adam d'ailleurs, mais qui est complètement évacué pour le coup dans les travaux sur les formes discursives orales, qu'elles soient dans description des unités discursives ou les portées et fonctions énonciatives. Alors, on devrait, enfin, je considère, on y reviendra quand même, que la phrase pourrait être également intéressante pour des activités que j'ai retrouvées, qu'on peut trouver chez Marc Villemay, mais aussi chez mon collègue de Grenoble, Francis Grossman, et avec lui, j'ai travaillé également sur ces questions, dans le sens où on a on pourrait travailler sur la manière d'appréhender les phrases, comme je le disais tout à l'heure, par un travail de contextualisation, mais aussi de contextualisation énonciative. C'est très très intéressant, notamment en français langue étrangère, de prendre les phrases, notamment les phrases qui sont tronquées, les phrases elliptiques, les phrases averbales ou les phrases nominales, pour les reformuler et retrouver à la fois les contextes qui permettraient de retrouver des phrases plus ou moins standards, normées standards, on va dire, et un double travail de contextualisation, c'est-à-dire qu'on a des contextes où des phrases qui pourraient être par exemple taxiques ou peu
peu acceptables du point de vue pragmatique le seraient tout à fait quand on les contextualise différemment. C'est ce travail, par exemple, qui est proposé alors, par Marc Villemet dans sa grammaire critique du français en 2010, mais également par Francis Grossman et moi-même. On a beaucoup travaillé là-dessus sur des énoncés ambigus, notamment les phrases ambiguës, et dont il faut désambiguiser la trame, la structure syntaxique de manière dans des phrases qui font apparaître évidemment les ambiguïtés, notamment sur les complémentations verbales ou les complémentations phrastiques. Bon. Et évidemment, quand on a aussi des textes essentiellement parataxiques, on voit que c'est un problème. J'y reviendrai dans la lecture-compréhension des textes. Hein. Plus les textes sont parataxiques et moins ils ont d'explicitation syntaxique et plus ils sont difficiles à lire. Et ce travail de cotextualisation et de contextualisation aide beaucoup les élèves, mais aussi les étudiants, à comprendre, à réexaminer et à comprendre des textes souvent elliptiques, globalement parataxiques. Donc on peut effectivement prendre une unité phrase comme unité de travail, à condition sans doute de la dépasser ou de la transcender. Quatrième point de discussion intéressant que j'ai énoncé ainsi, de fait, faut-il une alternative? Alors la question c'est souvent posée, est toujours en débat, hein, notamment je l'évoquais avec mes collègues de l'école d'Aix, Paul Capot et d'autres, de fait, faut-il une alternative à les phrases, surtout quand on les oppose au texte discours. Voilà. Est-il nécessaire d'évacuer complètement la phrase? Serait-il pertinent d'évacuer complètement la phrase au profit d'une autre unité qui serait appelée différemment? Notamment chez nos collègues d'Alain Donner, enfin les collègues suisses, la clause. Aurait-on intérêt à changer également la terminologie? Alors, à mon sens, les valeurs syntaxiques et sémantiques sont mentionnées dans les programmes officiels et les manuels, mais ils ne relèvent pas d'une analyse spécifique, avec des critères, ils sont présentés avec des critères, des contraintes, des règles, des régularités, des exceptions qui sont souvent représentées comme intangibles, stables, définitives, et voilà, jamais ou rarement comme des unités discutables. C'est d'ailleurs l'un des grands problèmes de l'enseignement de la grammaire à tous les niveaux, que ce soit d'ailleurs pour le français, langue de scolarisation, langue première de scolarisation, ou le français langue étrangère ou seconde, on a trop souvent tendance à présenter l'étude de la langue et notamment le travail sur les unités dont la phrase de manière absolument intangible, indiscutable. Alors que, en sens, tout l'intérêt et l'objet de l'enseignement grammatical devrait justement de pouvoir les discuter. Alors, elles sont présentées de manière intangible car les règles d'ordonnancement syntaxique et notamment de réaction verbale, on l'a chez Ténière, sont avant tout analysables dans le cadre de la phrase. Mais même chez Ténière, on a déjà des débats et il a déjà pointé le fait qu'on pouvait difficilement s'en tenir à des critères strictement syntaxiques. Le syntaxique est toujours dérangé par la perspective sémantique. Et d'ailleurs, dans mes enseignements, je ne reste jamais sur une approche strictement syntaxique, quelles que soient les unités linguistiques travaillées. On a toujours du sémantique dans le syntaxique et réciproquement, y compris avec des perspectives, avec une dimension lexicale qui vient s'ajouter et reconfigurer l'ensemble. J'y reviendrai parce qu'on a eu l'an dernier, à peu près à la même époque, un très beau colloque sur l'héritage de Ténière et ça a été régulièrement rappelé, le fait que Ténière était l'un des premiers, même s'il ne l'a pas trop théorisé, le fait qu'on a
une interférence, une combinaison de critères syntaxiques et sémantiques. Alors, discutable, voilà, ce qui serait intéressant de discuter, c'est que ce qui semble ne relever que de la macrosyntaxe ou du fonctionnement des textes et des discours se comprend aussi dans le cadre de la phrase. On n'est pas toujours obligé d'avoir du texte, un texte long, voire un paragraphe, ou strictement des discours de type et de genre différents pour travailler, par exemple, les anaphores. Elles fonctionnent également dans le cadre de la phrase. Évidemment, des phrases complexes, des phrases avec subordination. Il en est également des valeurs aspectuelles, temporelles, modales des verbes. Je l'avais présenté dans un article en 2019, mais dans le cadre de la phrase, on a également tout intérêt et un intérêt à appréhender ce qui relève de l'analyse des valeurs et on va dire des fonctionnements des verbes, également au niveau des phrases. Elles ne sont pas appréhendables toujours strictement dans les unités supérieures. Mais aussi, alors, dans la combinaison de ce que j'ai déjà un peu évoqué, les propriétés syntaxiques et sémantiques, et avec ma collègue Tatiana Taous, on est dans la rédaction d'un article, issu d'ailleurs du colloque Ténière, sur l'intérêt de travailler sur la combinaison des critères, des propriétés syntaxiques et sémantiques. Alors, est-ce que ça rend caduque une opposition tranchée entre grammaire de phrase et de texte-discours? Avec Jean Louchis, toujours, à 2 reprises, dans des ouvrages de synthèse, 2 gros ouvrages de synthèse, on a vraiment beaucoup discuté dans plusieurs chapitres cette question. Voilà. Est-ce qu'on a une opposition stricte entre grammaire de phrase et grammaire de texte-discours? Moi, je vais jusqu'à dire que le terme grammaire est même impropre pour ce qui concerne les textes et les discours. On devrait plutôt parler de fonctionnement des textes et des discours que de grammaire. On n'est pas du tout dans le même ordre d'analyse, même la même dimension d'analyse quand on parle de grammaire. Et pour le coup, s'il fallait effectivement clarifier les choses, je ne parlerai que de grammaire de phrase, mais jamais de grammaire de texte ou de grammaire de discours. Voilà. Et effectivement, avec Jean-Louis Schiss, on a plutôt argumenté dans ce sens. Et je pense qu'il faudrait clarifier, que ce soit dans les prescriptions officielles, les programmes officiels d'enseignement, mais aussi dans les manuels, mais aussi dans les ouvrages de formation, ces 2 dimensions, non seulement dans le travail grammatical, mais on le verra parce que ce sont des niveaux d'appréhension qui sont nécessaires pour l'étude des textes, de manière générale, et également, je terminerai tout à l'heure là-dessus, sur le travail d'apprentissage de la production écrite dans sa dimension textuelle. Alors, 5e point de discussion, il me reste peu de temps, mais je vais aller assez vite quand même, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Que dire au-delà de là ou des phrases, voilà. Pourquoi pose-t-elle autant de problèmes linguistiques, on l'a vu, mais aussi didactiques? Et je vais plutôt ici, dans ce 5e et le 6e point, me situer dans le champ didactique. J'ai déjà un peu évoqué de manière allusive, dans les manuels, en fait, les caractéristiques formelles font l'unanimité. Bon, ça c'est clair. Majuscule, point, on définit la phrase graphiquement avec la majuscule et le point, et les points parfois. Elles sont en fait coupées de fonctionnements plus larges et plus spécifiques, notamment prosodiques. Bon, rarement, voire jamais, il n'est demandé, c'est souvent signalé, mais pas travaillé en tant que tel. On voit bien pourquoi d'ailleurs un manuel est un manuel dans sa forme écrite. Il faudrait travailler sur des corpus oraux, il faudrait travailler sur du matériel oral pour appréhender les phénomènes prosodiques tels que Marianique Morel et Laurent Boileau les ont définis dans leur
dans leur ouvrage de 98. Il faudrait aussi être un peu plus précis, un peu plus, comment dire, décrire les phénomènes ponctuationnels de manière beaucoup plus précise dans l'approche, alors là, en lecture et en production écrite, sur lequel je vais revenir, concernant les marques et les limitations ponctuationnelles, qui ne sont pas toujours d'ailleurs des délimitations. Hein. On voit par exemple que les 2 points, ce n'est pas une fonction de délimitation, elles ont une fonction syntaxique quasiment de subordination, beaucoup plus que de délimitation séquentielle. Et disons que l'appréhension, l'approche de la ponctuation d'une manière générale, en distinguant la ponctuation de texte, la ponctuation, alors dont la phrase. Hein, la phrase est une unité ponctuée du texte, elle est évoquée, mais aussi les ponctuations internes à la phrase. Et puis un troisième sous-niveau, on va dire, la ponctuation strictement de mots. Et si on arrivait à travailler de manière un peu plus structurée, d'un peu mieux organiser le système ponctuationnel dans la langue et dans les textes, notamment comme c'est fait dans le très bel ouvrage collectif de Sabine Pétillon, Fanny Rink et Antoine Gauthier, il a paru récemment en 2016, on avancerait beaucoup du point de vue didactique et on verrait d'ailleurs quelle est la part des phénomènes prosodiques qui ont une trace dans certains signes, hein, ou certains procédés de ponctuation. Mais la ponctuation va bien au-delà de la stricte correspondance avec les phénomènes et les unités prosodiques. Alors, ce n'est pas parce que l'on renvoie la définition de la phrase à ses frontières ou à sa périphérie que l'on effectue le travail central qui va des unités morphologiques et des dispositions sémantico-syntaxiques à la production de signification et retour. Voilà. C'est-à-dire que la phrase est quand même une unité intéressante. C'est ce qu'ont défendu, alors là, de nouveau, Jean-Louis Schiess avec Serge Molel dans un numéro de revue sur la question, dans le sens où ce va-et-vient entre les unités morphologiques et les structures sémantico-syntaxiques permettent effectivement un travail sur les significations dessinées, exprimées, mais aussi un travail en retour. Et ça, je trouve ça très intéressant d'essayer de voir comment, du point de vue didactique, on a un travail en retour des unités fonctionnelles, des significations dessinées, explicitement ou implicitement, et exprimées, ou en tout cas potentiellement interprétables. Et ça, c'est effectivement intéressant. Et là, on a des perspectives intéressantes du point de vue de l'analyse des textes, quelle que soit d'ailleurs la nature littéraire, esthétique, rhétorique de ces textes. Alors, concernant la relative complétude, qu'elle soit prédicative ou énonciative, je renvoie aux références que j'ai données de Pierre Le Goffik. En fait, elle joue un rôle d'interface entre la langue comme système sémiotique potentiel, voilà, on pourrait le définir comme ça, et le discours comme système sémantique effectué. Et là, on a également la perspective déjà esquissée, même un peu plus qu'esquissée par Benveniste, c'est qu'on retrouve dans les travaux, ou en tout cas les théorisations d'Antoine Cuglioli, par exemple, où la phrase peut être considérée comme cette unité d'interface entre le potentiel et l'effectif. Et je trouve cette perspective est également intéressante. Et d'ailleurs, c'est une de celles qui est prise en compte dans les travaux, on va dire, plus psycholinguistiques, et également dans des travaux à porter sur les fonctionnements cognitifs qui se sont, dans les années 70-80, très largement inspirés à la fois des travaux de Benveniste et des travaux plus récents
de la mise en perspective énonciative que j'ai évoquée. C'est d'ailleurs la perspective très largement défendue par mon collègue Jean-Paul Boncart à Genève encore aujourd'hui. Alors, toujours du point de vue didactique, hein, l'étude de la phrase, des phrases semble incontournable, c'est moi qui le dis, hein, en tant qu'unité linguistique et objet d'étude didactique. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est, qu'on le veuille ou non, didactiquement opératoire, car c'est à la fois une unité linguistique, elle est discutable en tant qu'unité linguistique, je n'ai pas arrêté de le dire, d'accord, de pointer, de tenter de le révéler à travers tout mon exposé, mais il reste indubitable qu'elle est une unité d'enseignement. Voilà. Et on peut difficilement faire sans, parce que dans la perspective de l'enseignement, elle reste, comment dire, intéressante. De ce point de vue-là, c'est une unité que j'appelle, enfin toujours épistémologique et prosaïque, parce que pédagogique. Voilà. Et évidemment, si elle est discutée dans le domaine savant, elle l'est beaucoup moins dans cette perspective prosaïque, pédagogique. Et ceci d'ailleurs depuis le XVIIIe siècle. Évidemment, c'est l'enseignement de la langue française qui a, on va dire, fossilisé, cristallisé et mis en exergue la phrase et les phrases en tant qu'unité de travail, la confondant trop souvent, à mon avis, avec une unité de linguistique intangible ou non discutable, mais ça, je l'ai déjà évoqué. Alors, évidemment, c'est également un compromis, je le présente, euh, entre la proposition, hein, qui est issue de la logique, et là, il y en a plusieurs articles de Bernard Combette qui montrent très bien, de façon diachronique, dans la diachronie, comment la proposition est bien antérieure à la phrase. La phrase est une unité qui est apparue très récemment dans l'histoire de la grammaire et de la linguistique, et c'est la proposition qui en fait est l'unité de base. Et puis on voit bien que également, si on monte encore plus loin, on a chez Combette, mais chez d'autres aussi, le rapport entre la phrase et la période issue de la rhétorique classique, voire antique. Et il serait intéressant, dans une perspective diachronique, de situer la période, la proposition et la phrase dans un continuum ou un discontinuum qui permettrait aux étudiants, aux enseignants et aux élèves de pouvoir comprendre comment aujourd'hui la phrase apparaît comme une, euh, une unité incontournable, certes, mais qui a une histoire. Alors, je l'ai déjà dit, hein, c'est une unité d'analyse à l'interface de l'étude de la syntaxe et du sémantique, mais aussi du sens lexical. Voilà. Voilà, par exemple, dans l'étude des collocations lexicales, c'est souvent dans l'unité phrase qu'on arrive à… Alors, l'unité du syntagme, évidemment, c'est clair, mais également, souvent dans l'unité de la phrase, qu'on arrive à saisir et à appréhender un certain nombre de collocations lexicales. Donc, y compris dans ce domaine, cette composante, il est intéressant de pouvoir appréhender la phrase dans une interface aussi large. Alors, mais aussi, je l'ai déjà dit, hein, dans les catégorisations, quand je dis catégorisation, c'est les types et les genres propres au texte et au discours. C'est également, c'est très intéressant dans des travaux évidemment très récents et puis dans des paradigmes qui sont relativement éloignés, mais de moins en moins avec les recherches linguistiques plus strictement descriptives ou théoriques, c'est une unité psycholinguistique. Alors, quand je dis unité psycholinguistique, c'est une unité psycholinguistique spécifique de la lecture et de l'acquisition de la lecture, parce qu'elle permet la phrase de segmenter, on va dire aussi de distribuer des unités de sens.
à un autre niveau que celui du mot, que celui du syntagme, et une unité de sens qui est, elle également, à réinscrire dans la compréhension de l'unité plus large du texte. Et c'est très intéressant de voir comment les psycholinguistes, qui certes n'ont pas à subir, on va dire, ou en tout cas entrer dans les débats linguistiques que j'ai passés en revue précédemment, mais qui se saisissent de l'unité phrase, parce qu'elle est là également graphiquement, linguistiquement délimitée comme une unité du visible, donc de la lecture, et décisive dans l'acquisition, car elle permet effectivement la mise en place de processus de compréhension que les psycholinguistes appellent de haut niveau, et là aussi à l'interface entre le mot et le texte, et qui est une unité d'ailleurs de traitement au niveau de la mémoire de travail. Et ça, c'est très intéressant. Je vais quasiment terminer sur le fait que autant c'est une unité intéressante du point de vue de la lecture des textes, de la compréhension des textes, hein, autant c'est une unité excessive, enfin je veux dire même empirique hein, en lecture, autant c'est une unité excessivement complexe, abstraite et longue à acquérir, excessivement longue à acquérir, dans le cadre de la production textuelle, évidemment, dans ses modalités écrites. C'est ce qu'atteste, bon, là pour le coup, le long et complexe développement de cette acquisition de la production textuelle et qui va, alors là, bien au-delà de la scolarité obligatoire. Chacun d'entre vous qui participez à cette journée, vous avez des textes de vos étudiants, ceux que j'évoquais tout à l'heure dans mon préambule, mais moi, j'ai énormément de textes d'étudiants excessivement problématiques dans ne serait-ce que la délimitation des phrases, l'agencement des phrases, l'articulation, la distribution de phrases en paragraphes et en textes, mais également dans les composantes internes à la phrase, l'utilisation des principes de subordination, ne serait-ce que la relative, hein, la subordonnée relative, elle est très souvent difficilement, comment dire, inscrite, voilà, structurée, articulée dans cette alternative que l'on voit souvent avec l'unité phrase. Alors, ça va bien au-delà de la scolarité obligatoire à 16 ans. D'ailleurs, un certain nombre de mes collègues dans un programme de recherche qu'on a abordé récemment, un programme de recherche ANR qu'on a abordé récemment, montre que la phrase est une unité excessivement complexe dans les textes d'élèves encore au collège et au lycée, mais au-delà, en tant qu'unité définissant des unités à la fois cohésives et de cohérence sémantique. Voilà. Et là, on a... C'est quasiment fini. Voilà, je termine d'ailleurs là-dessus, voilà, pour illustrer ce que je viens de dire là sur la production textuelle. Un texte d'un élève de 12 ans en 6e, qui n'est certes pas très très performant, hein, je vous l'accorde. Si vous arrivez à lire, vous voyez qu'il n'y a aucune phrase et qu'il n'y a qu'une concaténation de syntagmes. Et on voit bien que la structuration des unités de phrases, mais des unités internes aux phrases, dans un texte est excessivement complexe. Je me réveille, je fais ma toilette, je prends mon petit déjeuner, je m'habille à temps pour partir à l'école. Bon, voilà. Je vous le lis parce que vous n'arriverez pas à le lire, à le décoder. Voilà un autre. J'ai été chez ma grand-mère alors pour préparer Noël. L'après-midi, quand je suis arrivé, on a été faire les courses pour demain Noël et après, je suis reparti chez moi et le lendemain soir, j'ai mis la table avec ma grand-mère et on a fêté Noël en famille. Il n'y a qu'un point initial et un point final. Il n'y a aucun point. Les phrases sont pourtant, quand on les lit, apparentes. En tant que structure sémantico-syntaxique, il y a parfois des majuscules, mais qui sont plutôt des majuscules de mots,
et on n'a aucune délimitation graphique de phrase. Le dernier, voilà, d'un texte d'une fille de 12 ans et 8 mois. Quand je sors du collège, je prends le bus 368 ou le 333. Après, je vais chercher mon frère à l'école. Un point. Après, je vais entrer chez moi. Je sors avec mes copines. Un point. Après, je traverse mes trois petites routes. Si c'est Paul-Éluard, Sarcelles. Après, je venais chez moi. Je prends l'ascenseur. Je monte au 8e étage. Il y a un magasin d'habits. Il y a une assurance et une boulangerie. Là, on a 2 points internes qui correspondent à des points de connexion, on va dire, on appelle ça comme ça, parce qu'ils précèdent tous les deux un après qui délimite des séquences narratives. Et souvent, le plus que l'on peut trouver, c'est cette délimitation de séquences narratives quand on trouve parfois des éléments de ponctuation. Voilà, j'arrête et puis j'ouvre la discussion si c'est possible. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Sansa Ninton. J'enseigne le birman dans le département l'Asie du Sud-Est et Pacifique. Et je vais partager l'écran. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de petits mots et pas de gros mots, promis, et en langue birmane, qui est considérée souvent comme une langue rare, non parce qu'elle est en voie de disparition, mais simplement parce qu'elle n'est pas beaucoup ou relativement peu étudiée, dont on dit souvent langue peu dotée ou peu étudiée. Et le birman est décrit par les grammairiens birmans d'une manière très différente des manières où on est habitué, auxquelles on est habitué dans le monde de sciences de langage. J'ai envie de dire occidentale, mais ce n'est pas vrai parce que les études faites sur le japonais ou le chinois sont beaucoup plus développées, donc il y a du travail à faire en birman. Je n'ai pas fait le plan, mais c'est assez simple. Donc, nous savons tous que lorsqu'on apprend une nouvelle langue, on est souvent confronté par la nouveauté, principalement dans 3 domaines que je dirais, syntaxique, lexical et sémantique. En fait, je n'aime pas séparer ces 3 domaines de la langue parce que comment étudier un mot ou une phrase sans penser au sens? Et selon nous, ces 3 domaines forment une unité inséparable dans l'utilisation de la langue pour un but communicatif. Et cela implique plusieurs capacités ou sensibilités de la part de l'apprenant, dont c'est de comprendre les relations syntactico-sémantiques. C'est marrant parce que le professeur David dit sémantico-syntaxique. Moi, je dis syntactico-sémantique. C'est la même chose. Et qui implique à son tour une compréhension des règles syntaxiques, les contraintes de co-occurrence ou co-présence entre les éléments constitutifs de la phrase, sans oublier, bien entendu, les aspects socio-culturels de la langue cible. Prenons comme exemple, pour expliquer, prenons comme exemple l'expression « bien sûr ». On peut dire en français « tu aimes le chocolat ?» Bien sûr. « Patientez s'il vous plaît ?» Bien sûr. Il me semble, j'ai pris des textes. Alors, voyons ça en birman maintenant. Tout d'abord, nos apprenants ont appris l'expression, je vais montrer d'abord, l'expression hotapo qui est dans l'exemple B comme l'équivalent birman de bien sûr. Dans cette expression, en fait, le mot ho, c'est-à-dire être vrai. Donc, vous voyez que ça ne marche pas dans B. Je vais revenir. Dans l'exemple A, aimez-vous le chocolat? Aimes-tu le chocolat? C'est chocolat chaila. Vous dites chaitapo.
OK? Donc, déjà, vous voyez que ce n'est pas avec Hautapo. Donc, attendez, s'il vous plaît, attendez, patientez, s'il vous plaît, c'est Samba. Et si vous répondez Chaitapo, ça ne marche pas du tout parce que ce n'est pas le même verbe. Hautapo qu'ils ont appris, ça ne marche pas non plus. Pour le troisième, Sandapo, j'ai mis le point d'interrogation parce que grammaticalement, syntaxiquement, je n'ai rien à reprocher. Mais ça ne marche pas parce que ce serait un peu hautain. Donc, ça marcherait peut-être dans un contexte très, 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 très particulier. Et ce n'est pas le sujet de l'exposé aujourd'hui, donc je ne vais pas entrer là-dedans. Donc, ces exemples montrent que pour dire bien sûr, il faut utiliser la construction verbe d'apport. En fait, l'idée, c'est qu'on met l'accent sur l'action exprimée par le verbe. D'accord? Alors, maintenant, dans l'exemple B, ça ne marche pas. D'accord? Donc, maintenant, laissez-moi présenter un petit peu la langue birmane que j'imagine personne ne connaît. Donc, dans les ouvrages de référence, vous pouvez trouver les caractéristiques de birman comme suit. C'est une langue SOV, dont tous les linguistes en parlent comme ça. Et le sujet n'est pas obligatoire, ni le verbe copule être dans la phrase birmane. Et l'ordre des mots constitutifs de la phrase est relativement souple. Mais nous savons tous que les apprenants ont des difficultés. Donc, d'où viennent les difficultés? À mon sens, c'est de la compréhension ou manque de compréhension des relations syntactico-sémantiques. D'accord? Donc, comme vous voyez, les règles sont assez simples, mais les étudiants font des erreurs. Ils ont des difficultés. Alors, d'où vient? Selon moi, je vais attribuer les difficultés à 3 domaines principaux. Donc, dans les ouvrages décrivant la grammaire birmane et définis aux apprenants, destinés aux apprenants étrangers, ils sont le plus souvent conçus selon les modèles de langue bien dotés, tels que le français ou l'anglais. Or, ces langues, quelqu'un a déjà dit, ces langues appartiennent à la famille indo-européenne, alors que le birman, c'est une langue de la famille tibéto-birmane. Ainsi, peut-on s'interroger sur l'indication de la terminologie dont les notions utilisées pour décrire le birman? En fait, le fait que je ne peux pas trouver un bon équivalent dans les gloses, dont vous allez voir, ou vous avez déjà vu, je mets souvent par P-A-R-T pour particules. C'est une preuve, parce que personnellement, j'ai toujours du mal avec la terminologie. Quand je lis les textes de référence en anglais, en français, je me suis dit, ah, c'est ça. Mais quand j'essaie d'appliquer ce terme pour le birman, j'ai souvent du mal. Donc, mais bon, mis à part le fait que je m'interroge sur l'application de la terminologie pour décrire la grammaire du birman, je n'ai pas encore de solution à proposer, donc je m'arrête là. Et c'est pour ça, pour le moment, en termes, enfin, comment dire, comme solution temporaire, j'utilise le mot particule pour parler de mes petits mots. Mais attention, ce n'est pas particule comme le particule de russe, particule dans le sens de, c'est une partie, petit mot de l'énoncé. Et deuxième problème, c'est en birman, il y a de petits mots que j'appelle particules qui n'ont pas toujours de fonction grammaticale et n'entrent pas dans les catégories classiques comme nom, verbe, etc. Et les linguistes, souvent étrangers, cherchent à décrire ces particules en termes de fonctions grammaticales. Or, nos recherches à base de corpus de birman par les contemporains suggèrent qu'elles ont souvent des fonctions discursives, en général considérées comme relevant du domaine de la pragmatique. Mais je crois que le pragmatique, c'est important quand même, et c'est en fait, c'est la partie principale de mon exposé. Troisième problème est dû au fait qu'il y a deux styles de registre en birman, vernaculaire informel et littéraire ou formel. Mais ça, c'est un autre sujet que je ne vais pas traiter dans cette communication.
Donc, on va se concentrer sur la deuxième difficulté, l'origine, origine de la difficulté liée à l'emploi des petits mots que j'appelle particules. D'accord? Alors, selon moi, en ce qui concerne la grammaire du biaiement, il faut retenir, c'est ma proposition, hein, il y a 3 catégories, nom, verbe et particules. Pourquoi? Les noms, les verbes, vous connaissez. Les adjectifs chez vous, en français, ce sont les verbes en biaiement. Par exemple, là, c'est être jolie. Donc, par exemple, je peux dire Louise lade, Louise est jolie. Ça, c'est manger, Louise sade, Louise mange. Elle n'est pas jolie parce qu'elle mange, ou l'inverse. Hein. Donc, vous voyez que c'est exactement la même construction syntaxique. Donc, il n'y a pas vraiment la catégorie ce que vous appelez adjectif, ce n'est pas des adjectifs chez nous. Les adverbes, c'est formé à base des verbes. Et il y a plusieurs façons de faire adverbe. En fait, il y a, je crois que c'est Gilbert Lazare qui a fait un article. Est-ce qu'il y a vraiment une catégorie adverbe ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas retrouvé. Donc, mien, c'est être rapide. En redoublant, ça devient adverbe, vite ou rapidement. Et wa, c'est un bruit. En fait, donc quelqu'un rit avec le bruit, c'est wagner. D'accord? Donc, il y a plusieurs façons de faire l'adverbe et les étudiants ont du mal parce que ce n'est pas en ajoutant le MENT, par exemple. D'accord? Alors, après, je viens aux particules dans 2 minutes, ne vous inquiétez pas, je n'en parle pas pour le moment. Ensuite, il n'y a pas de concordance du temps en biaiement, mais on fait la distinction principalement entre réaliste ou non futur ou irréaliste ou futur. Je prends toujours Louise comme exemple, excusez-moi. Louise Ladet, elle vient ou elle est venue. Louise la met, c'est Louise va venir ou viendra. Donc, on fait la distinction entre futur et non futur qui sont marqués par les marques de fin de la phrase. Alors, ensuite, on voit souvent dans les ouvrages que le biaiement est une langue SOV. Moi, je préfère dire langue à verbe final. Ce n'est pas parce que je voulais inventer quelque chose de nouveau. Mon directeur de thèse m'a posé la question, mais si le sujet n'est pas obligatoire, est-ce qu'on peut dire vraiment SOV? En fait, donc, moi, je préfère dire langue à verbe final, c'est-à-dire que le verbe ou le syntagme verbal doit toujours être dans la position finale. D'accord? En fait, c'est la seule règle qu'ils n'ont plus le droit d'oublier dès qu'ils sont entrés dans les cours de biaiement. Donc, par exemple, Louise Lade, elle est venue. Louise Lagien, si elle vient, ou si elle est venue. Louise Lalo, parce que. Donc, vous voyez que ce soit une phrase complète ou des propositions ou des phrases subordonnantes, il y a le verbe est toujours dans la position finale. Et dernièrement, le biaiement, c'est une langue tonale, c'est-à-dire tout simplement que quand on change de ton, on change de sens. Donc, ça, ton 1, c'est commencer, ça, ton 2, l'être, et ça, ton 3, c'est manger. Ce n'est pas très intéressant. Donc, revenons maintenant à la partie centrale de cette communication, où je vais parler de petits mots qui font une grande différence que j'appelle particule. Donc, qu'est-ce qu'une particule? Eh bien, c'est un petit mot, bien entendu. C'est un morphème dépendant qui n'a pas toujours équivalent fixe ou exact en français ni en anglais, qui n'a pas toujours de fonction grammaticale et qui n'entre pas dans les catégories classiques comme verbe, nom, etc., et qui ont des fonctions discursives relevant du domaine de la pragmatique, si vous voulez. D'accord? Et je vais vous montrer ça avec 3 petits mots, les exemples avec 3 petits mots qui sont j'ai, pou et que. Après, je finis. D'accord? Donc, le premier petit mot, c'est j'ai. Donc, je vais montrer tout ça. Alors, j'ai dans les ouvrages, dans les livres de référence, est décrit comme si ou quand. Mais en fait, de mon point de vue, peut-être ça parle de l'éventualité. Donc, auquel est alerte, c'est quasiment le seul
livre de grammaire, préférence anglophone, c'est pas auquel et alert. Donc, Jin, c'est décrit comme if et when, et il a précisé que c'est dans le futur. Mais les étudiants, ils oublient. Je vais vous montrer dans le prochain diapo. Donc, si Jin permet, premier exemple, si je sais, je dirais je entre parenthèses parce que le sujet n'est pas obligatoire. Moi, j'ai aimé, si je suis fatigué, je dormirai. Ou le troisième, c'est moi, j'ai été, c'est-à-dire si je suis fatigué, je dors. C'est quelque chose qui est toujours vrai, quoi. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on pense en français? Quand je suis fatigué, je dors, je reprends l'exemple, tout va bien. Mais si je veux dire, quand Louise est arrivée, j'ai ouvert la porte. Ambiamment, il y aura deux possibilités. Louise la vient de Garpoindé. Quand Louise vient, je ne peux pas faire le... j'ouvre la porte. Et quand... ou Louise la do de Garpoindé. Ah, pardon. Merde. Excusez-moi. Donc, les deux derniers exemples. Dans le premier, on parle de je en rouge, particule, comme quelque chose d'abstrait. D'accord? Alors que dans le deuxième, pourquoi j'ai mis ça? Aïe, 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 excusez-moi. Dans le deuxième, ça doit être dans une autre particule. J'ai fait une erreur. Donc, c'est pour dire que quelque chose qui s'est réalisé. Excusez-moi. Ah, c'est ça, excusez-moi, c'est ça. Donc, dans le premier exemple, en rouge, j'ai pour dire quand, mais c'est quand comme abstrait, alors que dans le deuxième exemple, c'est do, c'est quand quelque chose qui s'est passé, quelque chose est réel. D'accord? Mais les étudiants, ils ont du mal à faire la distinction. Et je ne peux pas dire que j'ai, c'est le quand au futur, parce que quand au futur, il y a d'autres petits mots. D'accord? Alors, deuxième petit mot dont je voulais parler, c'est pour. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est pour? Alors, c'est pour parler, à mon sens, c'est pour parler de l'expérience dans le passé. Bien entendu, l'expérience, c'est toujours dans le passé, mais il faut préciser avec les étudiants, je crois. Alors, dans les références anglaises, on dit to have heard before, have experience of, etc. D'accord? Alors, par exemple, je peux dire foie gras, ça boudait. J'ai mangé le foie gras. Mais là, ce n'est pas pour dire que je devais manger et j'ai fini de manger, mais pour dire que j'ai eu l'expérience. Donc, c'est très différent en biaiement. Les étudiants ont du mal à voir. D'accord? Donc, dans l'exemple, c'est assez simple. Alors, si veut dire les étudiants, as-tu rencontré Louise? Excusez-moi, hein, je prends toujours Louise. As-tu rencontré Louise? Il y a deux possibilités. Louise n'est plus là, boula, pardon, la particule en rouge. Là, je voulais parler de l'expérience. Dans le deuxième exemple, Louise n'est plus bibila. Là, j'ai parlé de est-ce que vous avez achevé la tâche à faire pour aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est un petit mot, mais ça fait la différence. Les étudiants ont du mal à voir, apparemment. Alors, bien entendu, si vous voulez dire « As-tu vécu en Birmanie » ou « J'ai vécu en Birmanie », ils sortent souvent un autre mot, un autre petit mot, une autre particule dont je vais parler maintenant. D'accord? Alors, troisième petit mot, c'est « que ». À mon sens, c'est simplement pour exprimer le déplacement temporel ou spatial. Mais si vous regardez dans les références, ça dit « back there, back here ». C'est le verbe modal, etc., etc. Mais auquel elle ont bien précisé, il n'y a pas de traduction satisfaisante, précise en anglais. Mais de noter back here, back there, c'est une technique mnémonique pratique. Voilà. Et donc, l'exemple, je peux donner, Pieci. Alors, mais ce n'est pas que pour le passé. Avec les deux exemples que je montre, c'est assez clair. Pieci, tage, Pieci, c'est les choses, les affaires. Ta, c'est laisser, ge. Donc, vous laissez les affaires quelque part ici. Donc, à mon sens, déplacement temporel ou spatial, c'est-à-dire ni ici, ni maintenant.
Donc, le premier exemple, c'est-à-dire que vous laissez les affaires là-bas et vous venez ici. Deuxième exemple, termine ça mais, ça se termine par mais, donc c'est pour futur. C'est-à-dire que je viendrai chez toi demain, mais avant de venir chez toi, je vais manger chez moi et après, je vais venir. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas donner avec un seul mot pour expliquer ça. Donc, avec que, c'est les étudiants, les apprenants ont du mal, mais en fait, on peut préciser un peu plus. Avec les verbes qui expriment le déplacement, ça ne marche uniquement avec la direction vers le locuteur. Alors que le reste, il y a vers le locuteur ou loin de locuteur, il n'y a pas de différence. Donc, winge, win c'est entrer. Donc, winge c'est venez vers moi, entrez vers moi, ça va. Juger, you c'est prendre. Juger, c'est prenez quelque chose et venez vers moi, ça va. Troisième exemple, toi, guet, ça ne marche pas parce que toi, c'est sortir, toi, c'est partir ou s'en aller. Donc, c'est loin du locuteur. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Et c'est là, je crois que les co-occurrences sont importantes. Je crois qu'on est là. Alors, en conclusion, en résumé, nous avons vu, à l'aide des exemples avec les trois petits mots ou particules, que les relations syntactico-sémantiques jouent un rôle très important, voire indispensable, pour la compréhension d'une construction syntaxique. Autrement dit, il ne suffit pas de connaître les règles de grammaire, mais il est important de connaître également les co-occurrences ou co-présences des mots dans la construction de l'énoncé. Et je m'interroge donc sur les points suivants. Peut-on s'appuyer sur les catégories connues ou familières dans sa langue? Donc ici, nous apprenons francophone pour le français. Et à mon avis, si je pense au biaiement, apprendre les catégories grammaticales selon la grammaire birmane écrite pour les biaiements n'est pas très utile pour nos apprenants. Mais apprendre la grammaire birmane dans le cadre des grammaires des langues occidentales n'est pas très efficace non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis? Il faut trouver un compromis, d'accord, que je n'ai pas encore trouvé. En attendant la solution, ce que je proposerais est apprendre des fonctions discursives plutôt que toujours chercher les fonctions grammaticales. Alors, afin de comprendre les fonctions discursives, où il est indispensable de comprendre les relations syntactico-sémantiques, la meilleure méthode est apprendre les co-occurrences des mots, ou co-occurrence ou co-présence, ce qu'on appelle en anglais collocations, donc les mots qui apparaissent ensemble. Ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que je suis séduite par la linguistique de corpus. Donc, des analyses corpus, c'est très utile pour ça. Et tout ça, en tout, est toujours dans le contexte de la langue cible, qui implique également la connaissance des aspects socio-culturels de la langue cible. Je vous remercie.